de représentation en ruralité de personnes racisées, de personnes queer. Grâce à Internet, on peut avoir un accès à des représentations qu'on n'avait pas avant quand on était dans des territoires. Enfin voilà, ça permet d'avoir des nouvelles représentations, mais il y a aussi le revers de la médaille de ça. Et voilà, je voulais un peu qu'on puisse continuer sur ça. Si quelqu'un veut prendre la parole. On se donne la parole, c'est dingue, hein, sur des tables rondes. Juste peut-être... en effet, je pense qu'on a alerté depuis très longtemps, hein, l'extrême droite et la droite conservatrice, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est des projets politiques qui sont en train d'être mis en place. Alors moi, je vais prendre l'exemple que l'on a, mais peut-être j'avais envie de dire... que la question des sujets qui nous concernent aujourd'hui sont très peu portés dans les partis politiques à des moments, dans des débats. Vous écoutiez les débats au niveau des européennes, franchement, vous vous sentiez peu concerné sur ces sujets. Quand évidemment il y a eu des élections, alors que quand on sait que l'extrême droite arrive, la première chose qu'elle attaque, c'est le droit des personnes LGBTQIA+, le droit des personnes exilées, le droit des femmes. Donc en fait, c'est dingue, c'est la première chose qu'ils font. Ils font ça en Pologne, ils font ça aux États-Unis, ils font ça en Hongrie, ils font ça en Italie. Et on n'a toujours pas compris qu'à un moment donné, si on avait envie d'amener les personnes aussi à pouvoir s'exprimer par un vote ou par une expression dans une association ou autre, la question des droits, elle est essentielle et je pense que c'est hyper important. Moi, je suis en lien avec des Polonaises de manière très régulière et là, juste pour vous dire, elles ont ouvert un centre autogéré pour faire des avortements. C'est en face du Parlement. Tous les jours, il y a des bassines d'acide devant leur établissement. C'est tellement fort l'odeur que ça empêche les femmes de pouvoir avorter. Et c'est juste pour dire que ce projet de société, il existe aussi en France. La France n'est pas une exception à l'extrême droite. Les attaques, elles arrivent. Alors moi, je vais prendre l'exemple de celui que je connais le mieux, c'est celle du planning familial et celle du droit à l'avortement. Le planning, depuis 2 ans, vit des raids et des attaques. Alors, ou parce qu'on sort une affiche, ou parce qu'on se positionne politiquement sur le NFP, ou parce qu'on va apporter l'éducation à la sexualité. En tout cas, tout ce qu'ils détestent, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté associative, puisque c'est là-dessus dont on parle aujourd'hui, les DSSR, les droits sexuels et reproductifs, l'éducation à la sexualité, et de se positionner, en effet, dans des manifestations où on voit malheureusement peu de féministes qui sont dans des projets de ce qu'on parlait intersectionnel, je sais pas comment, je préfère, je sais, mais tu prends, mais vas-y, je prépare parce qu'on en Non mais je vais prendre et je vais visibiliser aussi ce que c'est ça la charge raciale en fait aussi, de devoir expliquer tout le temps les... Parce qu'on débattait avant, oui, non mais je dis, ça me fait plaisir d'en parler, mais je veux aussi visibiliser que voilà, c'est un travail d'éducation qui nous revient souvent. Et du coup, l'intersectionnalité, je vais vous donner un exemple, encore une fois, très concret, que je cite également dans cette conférence gesticulée, il faut que ça sorte. C'est l'exemple d'une femme américaine-africaine, Emma Degenfered, qui décide d'attaquer General Motors, une organisation américaine pour discrimination sexiste et raciste. Elle va être accompagnée dans les années 1989 par une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et durant ce procès, l'avocat de General Motors va dire oh bah il n'y a pas de discrimination chez nous. On embauche des femmes et des hommes noirs. Ce à quoi Emma Degenfered va répondre vous embauchez des femmes blanches et des hommes noirs. Mais si vous ne regardez que les expériences des femmes blanches et des hommes noirs, vous ne verrez pas ma souffrance. Et c'est comme ça que la juriste Kimberly Crenshaw va conceptualiser l'intersectionnalité. Et en fait, l'intersectionnalité, ça fait des années, des générations que les afroféministes en parlent. C'est un outil d'abord de terrain de lutte pour visibiliser l'articulation entre notamment le sexisme, le racisme et... voilà, la classe et de manière générale toutes les formes d'oppression. Oui, voilà. Alors c'est parce qu'on en... Juste pour vous dire, c'est qu'on en parlait, que parfois il y a des féministes qui se disent intersectionnelles, mais dans leur gouvernance ou dans leurs actions, en fait, c'est pas forcément mis en place. Et donc c'était tout le débat qui était
voilà, dont on discutait juste avant. Et on pourra continuer la discussion, bien évidemment. Juste peut-être dire qu'en effet, pour revenir un petit peu sur le planning, c'est un des reproches qu'on nous fait aussi d'avoir pris une position en congrès national du planning, qu'on était un mouvement féministe intersectionnel. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on nous reproche bien évidemment. Et aujourd'hui, on en est là. Ça veut dire que depuis 2 ans, on a eu des raids numériques très forts, on a eu du harcèlement. Moi-même, je me suis fait harceler. J'ai dû porter plainte, je me suis fait agresser. Enfin, il y a eu quand même une grosse offensive, évidemment, de certaines militantes, bénévoles et salariés du planning. Et puis des attaques sans cesse envers les antennes directement. Ça veut dire, il y a eu encore un tag cette semaine à Lille, avorté égale tué. Enfin, c'est plein de petites choses où on voit que ça monte. Et puis à un moment donné, ça arrive dans un moment où très fort, forcément vu le gouvernement qu'on a actuellement, on passe aux actes. Ça veut dire qu'il y a des annonces de baisse de financement au niveau du planning. Alors, moi, je m'inquiète plutôt pour les actions du planning et les personnes qui viennent nous voir. Le planning, c'est 500 000 personnes reçues tous les ans. Donc, bien évidemment que ça pose la question de si les actions du planning baissent, où est-ce que vont aller les personnes? Où est-ce que va être l'accès aux droits? Donc ça, c'est des choses, évidemment, qui sont très inquiétantes. Et ça vient des collectivités. Ça veut dire, ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas être neutre. Voilà, c'est un des reproches qu'on nous fait. Sans compter tous les termes qui peuvent être associés. Mais en tout cas, on passe dans des choses très concrètes et c'est des attaques et des menaces qui continuent, mais c'est aussi des baisses de financement et des actions en moins. On a l'exemple dans le Loiret, évidemment, avec une baisse de financement de 10%, mais je pourrais vous en dire plein. Dans les Pays de Loire, par exemple, où il y a des coupures directes de tout le champ associatif et culturel. Donc c'est vraiment des choses très concrètes qui sont en train de se passer. Ça va vite, ça va très très vite. Mais encore une fois, les féministes avaient alerté, ça fait des années qu'on alerte. Au niveau de Trump, on savait que ça allait arriver, c'est arrivé. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet aussi d'éducation populaire, aussi de comment est-ce que les enjeux sont partagés, comment on arrive à mobiliser et à casser un peu les entre-soi. Parce que je suis super contente d'être avec vous cet après-midi, mais je me dis qu'il y a aussi à partager et à échanger avec les personnes encore plus, pour évidemment aussi expliquer nos termes, expliquer les mots, partager, être bousculé aussi par ce qu'on fait mal, parce qu'il y a des choses qu'on doit rater forcément. Mais en tout cas, je pense que c'est un des enjeux qu'on a aujourd'hui. Et notamment, là, dans le Loiret, il y a Pithiviers, le centre IVG, qui a fermé récemment, c'est ça? Ah oui, bah... Ah non, vas-y. Oh non, vas-y. On va arrêter de jouer les on a pris des notes, on a envie d'en parler. Mais vous pourrez rajouter. Oui, en fait, et avant d'enchaîner sur Pithiviers, je voulais juste revenir sur un chiffre. Je vais lire pour le coup. En 2023, moins de 1% de l'aide publique au genre va aux associations féministes. C'est une source de l'ONU, Organisation nationale des Nations Unies. Et presque rien, en fait. Donc 1%, si 1% va aux organisations féministes, imaginez ce qui va vraiment, réellement aux organisations afroféministes. Et nous, quelques exemples, les Voix éclairées, on nous a refusé cette année des subventions parce qu'il manquait un tampon, par exemple, ou qu'on était féministe. On n'était pas exclusivement féministe. On était aussi antiraciste. Voilà. Oui, c'est ça, c'est des stratégies effectivement pour continuer d'exclure en fait les initiatives de terrain et surtout les organisations qui portent une critique sur la soi-disant neutralité administrative comme violence politique, une intention de disqualifier les associations minoritaires. Et pendant ce temps-là, l'extrême droite, bien évidemment, gagne du terrain. Et pour revenir à Pithiviers, la fermeture du centre IVG n'était pas qu'un choix budgétaire. En juin 2016, l'Agence régionale de santé ARS ferme définitivement la maternité de Pithiviers, invoquant des effectifs insuffisants, et ce qui va faire disparaître l'IVG instrumentale. Donc l'IVG par aspiration. Et le centre ne va plus accueillir qu'un nombre très limité d'IVG. Et les patientes vont désormais devoir aller dans d'autres villes comme Paris, pour celles qui ont les moyens d'y aller.
C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Juste peut-être pour compléter plus largement sur l'avortement, et après je te laisserai la parole. En fait, aujourd'hui sur la loi, en 50 ans, on a vraiment amélioré les choses. Enfin, il y a eu un gros combat des féministes sur l'avortement. Il y a encore des revendications. On aimerait 22 semaines, on aimerait du sans délai, on aimerait plein de choses. Mais bon, voilà, on sait qu'on a avancé quand même en 50 ans. On les a fait perdre. Les mouvements anti-choix ont perdu sur beaucoup de choses. Et encore une fois, je le répète, même si l'avortement dans la Constitution, l'écriture ne convenait pas, ça nous allait pas parce qu'il y avait le mot femme, parce que c'était garantir de liberté. Bon, mais en tout cas, il y a eu une défaite qui a été donnée quand même très forte au mouvement anti-choix. Et ça fait une résonance en France, mais aussi dans pas mal de pays. Et juste pour dire, les alertes qu'il y a, c'est l'accès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la possibilité qu'ils ont, c'est deux choses, c'est désinformer. Ça veut dire, mais t'en parleras peut-être sur les réseaux sociaux aussi, des mouvements anti-choix, vous tapez « je veux avorter », ça dépend comment vous l'écrivez. Mais il y a des risques que vous tombiez sur des mouvements anti-choix sur les réseaux sociaux. Alors tout ça, c'est de l'argent, ils sont très financés. Mais la question de la désinformation, elle est importante. D'avoir certains personnages sur certaines chaînes de télé qui vous disent que, par exemple, l'avortement est la plus grosse cause de mortalité dans le monde, un génocide quasiment, c'était évidemment des choses qui peuvent être ressorties. Et bizarrement, ça commence à prendre beaucoup de place quand même, c'est assez dingue. Et puis, c'est la question de l'accès, de ce que tu parlais comme exemple. Aujourd'hui, il y a plus de 20% des femmes qui sont obligées d'aller dans un autre département pour avorter. En France, là, ça augmente en permanence, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des politiques publiques de santé qui mettent en danger, évidemment, les centres IVG. Quand on ferme une maternité, on ferme un CIVG, on en parle peu, mais c'est des choses qui sont très concrètes. Et aujourd'hui, par exemple, tu disais l'exemple du choix de la méthode, et je pense que c'est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, il y a 80% des avortements qui sont faits par des IVG médicamenteuses. Alors on pourrait se dire que les femmes choisissent et que finalement c'est un choix qui est possible, sauf que en fait la question c'est est-ce que réellement vous avez le choix quand vous habitez dans certains départements? Eh bien je vous réponds tout de suite, c'est non, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout. On a quand même 3000 à 5000 femmes qui vont à l'étranger aujourd'hui puisque les délais ne sont pas suffisants pour aller à l'étranger, ça coûte à peu près 1 200 € un avortement. Donc ça repose la question des moyens de chacune et de chacun, bien évidemment. Et donc aujourd'hui on est en alerte parce que c'est relié à des politiques de santé publique, c'est lié à l'éducation à la sexualité, c'est lié à des grandes campagnes nationales et de la présence aussi dans les médias sur les sujets des droits sexuels et reproductifs, parce qu'en face de nous, on a des gens financés, on a des gens qui ont des médias, et c'est des vagues qui sont, on le voit bien encore aujourd'hui, non pas juste en France, européenne et internationale. Et là, on pourra faire le lien avec Internet, parce que concrètement, donc, il y a une inégalité géographique au niveau de l'accès au son, etc., mais aussi, on est maintenant, depuis les années 90, on a cet accès à Internet qui, comme je disais tout à l'heure, qui donne des nouvelles représentations, qui permet aussi aux personnes minoritaires de discuter, de s'organiser, etc. Mais ça permet également au racisme, au masculinisme, et tu vas nous le définir, de prospérer et encore plus de prospérer peut-être dans des espaces où il y a moins de lieux de rencontre, moins d'associations pour faire de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Et ça, oui, comment mesurer cette influence-là du masculinisme et de l'extrême droite sur Internet? Alors moi je vais parler vraiment d'Internet parce que c'est ce que je connais le mieux. J'ai pas pris le soleil d'ailleurs depuis 3 mois, donc merci beaucoup de m'accueillir. Quand on parle d'Internet, en effet c'est quelque chose d'assez ancien. C'est assez marrant quand vous regardez un peu les médias, on a toujours les mêmes débats comme si on venait de découvrir le fil à couper le beurre chaud. Et donc du coup le truc c'est que, comme tu disais très bien Annabelle, Internet c'est depuis les années 90. A priori on a tous et toutes un smartphone ou en tout cas un accès assez régulier sur Internet, et ça a donné des très très belles choses, c'est-à-dire énormément de représentation et de représentativité pour les personnes queer, pour les personnes racisées, pour les femmes aussi qui ne correspondent pas à certaines normes de beauté. Enfin voilà, ça a été un outil incroyable, mais c'est un outil à double tranchant parce que les réseaux sociaux notamment sont possédés par des multinationales. Des multinationales qui sont dirigées par des hommes blancs, cis, hétérosexuels. Et donc, en fait, on ne peut pas faire confiance à des milliardaires, déjà, premièrement, et on peut encore moins leur faire confiance quand c'est des hommes blancs avec beaucoup d'argent. Et donc, forcément, ils vont vers où le vent de leurs intérêts les porte. C'est donc pas étonnant qu'avec les différentes
investitures et mandats de Donald Trump, on est, et moi ça m'a fait rire en tant que journaliste internet de voir depuis 6 mois les gens qui découvrent en fait que des milliardaires mettent en place des politiques dans le sens de l'administration qui est en place. En fait, on utilise des outils au quotidien qui ne sont pas pensés pour les luttes. C'est-à-dire que Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, ce que vous voulez, ça reste des plateformes qui sont dans un objectif lucratif, publicitaire. Et donc même si elles amènent du bien, on a eu énormément de mouvements qui se sont rassemblés, organisés sur les réseaux sociaux. C'est aussi des mouvements, des plateformes qui ont pour objectif de la lucrativité et donc de faire de l'argent. Et comment on fait de l'argent? En jouant sur les émotions des gens. Et avoir des contenus qui sont violents, qui sont en tout cas clivants, problématiques, quelle que soit la mesure, ça provoque chez nous des réactions. Et c'est normal. C'est-à-dire voir un coach en séduction passer dans votre fil Instagram qui vous dit il y a 3 types de femmes, la chienne, la moutonne et la louve, je crois que c'est ça le titre, ben forcément, en fait, si vous êtes d'accord, vous allez commenter en disant « Waouh, t'as trop dit les termes, bravo, je soutiens et je partage à tous mes amis ». Ou alors vous êtes en complète opposition, ça va vous énerver et potentiellement vous allez commenter des insultes ou vous allez partager avec vos amis pour vous indigner. Mais dans tous les cas, vous nourrissez l'algorithme. Je suis pas en train de dire qu'il faut jeter nos téléphones portables à la poubelle. Lapsus révélateur. Je devrais faire de l'humour de ce et qu'on devrait passer tous en mode on envoie des pigeons voyageurs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est qu'il faut avoir une vision aussi technocritique de nos réseaux sociaux. Donc moi je suis spécialisée sur le masculinisme. Le masculinisme c'est quoi? C'est une branche de la pensée antiféministe. Moi je vais un peu plus loin en disant que c'est la mise en pratique de l'antiféminisme. C'est-à-dire, c'est pas juste penser le féminisme c'est de la merde. C'est pas juste dire les féministes elles cassent les couilles. C'est mettre en place des choses de manière concrète et pratique pour s'opposer au féminisme et faire régresser les droits des femmes, des personnes LGBT et concrètement de toutes les personnes qui ne rentrent pas dans leur système de valeurs. Ça comprend aussi certains hommes cis hétéro blancs. C'est pour ça. Non, mais c'est important que tout le monde s'y intéresse. Et donc, ces mises en pratique concrètes, ça va être par exemple faire des raids numériques contre des gens du planning. Ça va être par exemple de jeter des chaises pendant une manifestation féministe du 25 novembre ou du 8 mars. Ça va être créer des associations qu'on dit féministes juste pour avoir un discours islamophobe et xénophobe, par exemple. Ça va être des choses comme ça. Le masculinisme, on en parle beaucoup parce que c'est sur Internet, mais il ne faut pas croire que Internet, c'est pas la vraie vie. On n'est pas 2 espaces, on peut s'en rendre compte aujourd'hui. Notre espace en ligne et notre espace hors ligne, c'est un continuum. Forcément, ce que vous faites sur Internet a une incidence dans la vie réelle, etc. Et moi, ce que j'ai étudié, c'est les formes de radicalisation. C'est des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler au Canada, aux États-Unis, de jeunes hommes qui rentrent dans des écoles ou qui rentrent dans des établissements publics avec une arme d'assaut et qui tuent des gens. C'est des choses qui arrivent. Ça ne s'est pas produit en France, mais depuis 2020, on a une augmentation d'appréhension par les forces de l'ordre de jeunes hommes qui veulent commettre des féminicides de masse. C'est-à-dire tuer des femmes parce qu'elles sont des femmes. Encore là, début d'année 2025 à Annecy. Un mec qui s'était filmé sur TikTok en disant qu'il voulait tuer des femmes à coups de couteau dans la rue. Voilà. C'est des menaces qui sont réelles. Et en fait, ces menaces-là, comment on les lie à l'extrême droite? Je pense que vous voyez le lien, mais quand même, tous les masculinistes ne sont pas d'extrême droite. Par contre, l'extrême droite a compris que ce sont des influenceurs masculinistes qui arrivent à bien toucher les jeunes, et notamment les jeunes hommes. Des jeunes hommes qui vont sentir un manque de pouvoir, qui vont se sentir menacés, qui vont se sentir peut-être dans une forme de rupture sociale avec le reste du monde ou de la société. Et donc en fait, de plus en plus, l'extrême droite utilise la question du genre pour recruter. Et donc ça passe par utiliser des discours transphobes, masculinistes, etc. pour recruter à l'extrême droite. Et on remarque très bien en faisant un petit peu de travail en ligne que la plupart de ces influenceurs, même quand c'est des hommes racisés, mais qui vont aller parfois s'acoquiner avec des Thaïs Descuffon, donc ancienne porte-parole de Génération Identitaire, mais qui est devenue coach en séduction. Voilà, il y a des liens comme ça, un peu absurdes, et pourtant ça existe. Et tout ça pour dire que ça passe aussi par l'éducation aux médias, par le travail que fait le planning dans les écoles, sauf que pour ça il faut des moyens et il faut de la volonté politique aussi pour pouvoir le faire.
pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes militantes, que ce soit des féministes, que ce soit des afroféministes. Et en fait, en ce moment, le nouveau truc aussi des réseaux sociaux, c'est de bannir certains mots. Donc, c'est-à-dire que quand on utilise le mot génocide, hop, tout ce qu'on a publié, un autre mot qui n'est pas très à la mode, c'est Palestine. Donc, si on utilise le mot Palestine, hop, on se fait soit supprimer son compte, soit tout ce qu'on va publier va être effacé. Donc c'est pour ça, souvent sur les réseaux sociaux, que vous voyez les mots écrits, mais avec des étoiles, avec des points d'exclamation, parce que c'est des emojis, c'est une manière d'essayer de contourner ce système. Quand on parlait de raid numérique, ça peut être aussi signaler en masse une personne, pour qu'ensuite il y ait son compte qui soit bloqué, voire supprimé. Et ça arrive beaucoup à des personnes justement qui vont être féministes, qui vont être anticapitalistes, qui vont être antiracistes, etc. Notamment Estelle Depris, pardon. Alors aujourd'hui, mon cerveau il veut pas avec les noms, je confonds tous les noms, qui fait un boulot merveilleux et qui a un compte backup et un compte backup de son compte backup. C'est-à-dire qu'elle a 3 comptes, parce que quand le premier se fait supprimer, elle va sur le deuxième, et quand le deuxième se fait supprimer, elle va sur le troisième. Parce que, en fait, il y a vraiment plein de raids masculinistes, et il y a aussi une question qu'on a tous et toutes à se poser sur notre présence dans la ruralité. C'est-à-dire que souvent, les rassemblements, ils se font dans les villes. Les manifs se font dans les villes. Les personnes en ruralité qui ne peuvent pas se déplacer, elles n'ont pas accès à tout ça, et donc, vu qu'elles n'ont pas accès, et ben en fait, elles n'ont pas accès à un discours contradictoire de ce que le Rassemblement national essaye de leur faire. Il y a un matraquage qui est absolument important, et comme je le disais, moi je viens de la Haute-Marne, et j'ai habité pendant 10-15 ans dans un village, et juste à côté du village, il y avait ce qui se passe actuellement, sauf qu'on avait les Le Pen qui venaient, donc de génération en génération, faire leur discours de début ouais, si c'était les municipales, c'était ils venaient pour ouvrir la campagne, de début de campagne. Et en fait, c'est un milieu hyper ruralisé où en fait, ils pouvaient avoir ce discours-là parce qu'il n'y avait aucun discours contradictoire à côté. Et pour revenir sur les masculinistes, par exemple, le mot qu'ils adorent pour contrer les actions du planning familial, c'est le lobby LGBT. Alors, je ne connais aucune minorité qui a assez de force pour avoir un lobby. C'est-à-dire que les lobbies, normalement, ceux qui ont un lobby, ils ont de l'argent. Les personnes LGBT sont parmi les personnes qui ont moins d'argent. Ils ont du pouvoir, ça se saurait si on en avait. Et ils ont une place médiatique, ça se saurait aussi si on en avait. Et donc en fait, mais c'est des... Nous on a comment dire, on a des affiches qui arrivent sur les écoles anti-EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, en disant oui mais les enfants ils vont tous devenir homosexuels et puis on va leur montrer comment faire une fellation ou se masturber alors que... Ouais, ou faire un anulingus à 3 ans... Et ça fonctionne. En fait, c'est ça qui est le pire, c'est que on va utiliser le biais qui fonctionne le plus chez l'être humain, la peur. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on va aller à fond sur la peur et malheureusement, ça fonctionne très bien. Donc je pense qu'on a aussi à se questionner en tant que militant, militante sur notre présence dans les ruralités et aller vers les gens. En tant qu'organisation militant et militante, et aussi sur les financements, il y a plein de centres IVG qui sont attaqués. Il y a aussi énormément de centres LGBTI, donc c'est des centres qui sont références pour les personnes donc, de la communauté LGBTQIA+, qui se font attaquer à coups d'inscription, de croix gammées, de détérioration de leurs locaux. Donc, de quoi? Ouais, il y a eu une alerte à la bombe, et une bombe, je crois, qui est à Tours, il me semble. Oui, oui. Et donc, en fait, les idées d'extrême droite, comme on le disait, on les a vues arriver, et elles sont là. Et ce qui est le plus dangereux, je trouve, c'est qu'elles sont
désensibiliser. C'est-à-dire que les idées d'extrême droite d'il y a quelques années, c'est la droite de l'heure actuelle, et aussi, et on l'a scandé en manif, c'est les idées du gouvernement actuel et de Macron. C'est-à-dire que dans le gouvernement actuel, on a des ministres qui ont voté contre la dépénalisation de l'homosexualité et qui ont voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Donc ça veut dire que les idées d'extrême droite, elles sont là. Ensuite, non mais c'est pour, en même temps que tu reprendras la parole sur ça aussi, évoquer ça, c'est qu'aussi, là on parle aussi en ruralité, voilà, qu'il y a énormément de discrimination, mais est-ce que aussi il n'y a pas une sorte aussi de mépris de la ville et aussi de la bourgeoisie, de dire ah bah en ruralité c'est des gros racistes, c'est des gros homophobes, alors est-ce que voilà, il y a des discriminations qui sont plus fortes, ça c'est réel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de mépris à penser ça? De mépris de classe? Pour le coup, je peux précisément en parler parce que moi je viens d'une famille où donc on est de la campagne sur plusieurs générations, mais il y a aussi une question de transfuge de classe, genre mes parents justement contrairement à leurs parents ont fait des études, et moi je le sens en tant que personne de la ruralité qui est passée à la ville, qui s'est fait traiter de plouc et en même temps qui n'est pas non plus acceptée dans la ruralité parce que passe pour une bourgeoise, parce qu'elle fait des études. Il y a une espèce de, comment dire, c'est quoi le terme, de contradiction, comme être pris dans un étau de force contraire. Et effectivement, en fait, il y a un mélange de cette association de mépris de classe, comme tu le disais, en fait. Et je t'en avais parlé un petit peu dans un vocal beaucoup trop long, la question un petit peu du beauf des champs et du beauf des villes dans la présentation. Le beauf des villes, c'est le type ou la nana des quartiers populaires, et beauf des champs, c'est le bouseux. C'est les gens comme nous qui venons de la campagne, et on considère qu'il y a une incompatibilité totale à être concerné par une minorité, à être cultivé sur les questions des droits humains. Forcément, le bouseux, il est raciste. C'est comme la représentation du tonton raciste et misogyne. Il y a un truc vraiment lié à cette question du beauf qui est purement et simplement du mépris de classe. Et comment dire ça, en plus, je pensais à plein de trucs en même temps. Pardon. Et c'est relié, encore une fois, à cette question de représentation, de la représentation de la diversité des identités et de l'isolement qu'on ressent quand on est justement dans une petite campagne par rapport à la ville. Et quand on passe à la ville, à la fois il y a ce soulagement, comme on en parlait tout à l'heure, de se dire ah, il y a des espaces peut-être pour moi, il y a des espaces où je vais pouvoir réfléchir, où je vais pouvoir me laisser la possibilité d'interroger mon identité, ce dont on peut se priver dans les endroits où on n'a pas de représentation, parce qu'on, tu le disais au tout début, Mélodie, quand on n'a aucune représentation LGBTQIA+, on nous a dit à la naissance, t'es une fille, tu seras pas autrement, t'es hétéro, ah, et puis t'as un petit amoureux, t'as 3 ans seulement, et t'es déjà un petit amoureux, évidemment, ça va faire. Du coup, ça met dans une case extrêmement fermée, et ne montrer aucune représentation fait qu'on n'interroge pas la chose. Et une fois qu'on a l'espace pour, d'un autre côté, on a cette espèce d'étiquette de plouc qui nous est collée sur le dos comme une cible, et on se prend un mépris vis-à-vis du prolo de campagne, qui est tu peux pas être concerné parce que t'es un bouseux. Est-ce qu'il y a des queers même chez vous? Et donc en fait, encore une fois, on se retrouve un peu coincé à une intersection entre une origine sociale et une identité qu'on n'a pas choisie parce qu'on ne la choisit pas, sinon on serait ni homo, ni pan, ni trans, etc. etc. Et je voulais aussi rebondir sur un autre truc, sur la question... alors du coup là ça n'a rien à voir, je redévie sur la question des subventions, de la casse des associations féministes, etc. On a un exemple très très concret nous à Blois, c'est-à-dire que nous on est très très fiers d'être militants, militantes. Les plannings familiaux, il faut savoir, donc c'est une confédération, mais chaque association départementale a son indépendance dans sa façon de fonctionner, même si on a des accords qui sont décidés chaque année en congrès.
Et nous, à Blois, on a un héritage militant qui est très très fort vu qu'on est issu d'une fusion avec le MLAC. Voilà, donc mouvement pour la liberté d'avortement et de contraception. Et ce militantisme, on le poursuit encore aujourd'hui, au fil des années, même s'il y a eu un peu des périodes creuses, si j'ose dire. Et il se trouve que cette année, on a fait notre 3e Pride à Blois, dont on est très fiers. Et on a été obligé de la financer à 100% tout seul. Voilà, à la base, on avait des subventions d'ILCRA, donc pour tout ce qui est lutte contre les discriminations et notamment discrimination LGBT-phobe. Et ces subventions, elles nous ont commencé à être retirées dès l'année dernière. Et on s'est retrouvé assez isolé là-dessus parce que ça met un énorme stress. On a passé toute l'organisation de la Pride en bénévole alors qu'avant on avait les salariés qui étaient énormément dessus. On a dû faire énormément d'ajustements et de concessions pour pouvoir l'organiser cette année. Mais en fait, la principale chose, je pense que c'est que ça nous a causé énormément de stress, de se dire, et si ça se trouve, en fait, on vient de commencer à faire un événement qui est hyper cool, qui commence à donner de la visibilité à la présence LGBTQIA+, et à sa lutte dans le Loir-et-Cher, et là, ça va se casser la gueule parce qu'on a plus de thunes, et qu'on peut pas aller la chercher n'importe où, sachant qu'on a de la pression de nos financeurs sur bien d'autres sujets, parce que à Blois, comme je le disais, on est très militante, on est dans le militantisme contre l'extrême droite, on a énormément d'expulsions de familles issues de l'immigration par la préfecture, merci, merci je le dis, depuis 1 an et demi, c'est un truc hyper fort et en continu, et il y a tout le temps des gens qui sont foutus à la rue, et c'est pas hyper visibilisé, même si ça a pris de l'ampleur à certaines périodes, parce qu'il y a d'autres assos hyper militantes comme la CIMAD, comme le collectif Sans Papier, comme le collectif Pas d'enfants à la rue qui sont mis avec nous. C'est extrêmement compliqué, pareil contre les violences policières, on s'est aussi mobilisé dessus. On a fait des occupations de préfecture, on a fait énormément de mouvements en fait, qui n'ont pas plu à nos financeurs, dont fait partie évidemment la préfecture. Et également l'ARS qui n'est pas toujours d'accord avec notre façon de fonctionner pour l'animation en Evars, parce que ça aussi, on le disait, la désinformation sur l'éducation et la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est aussi au centre de tout ça. C'est sur les questions des droits des femmes, c'est sur les questions des droits reproductifs et des personnes LGBTQIA+. Tout est relié parce qu'en fait, les VAR, c'est une base pour donner des outils d'information. Alors évidemment aux jeunes générations, parce que quand on pense à l'EVARS, on pense aux interventions dans les écoles, les collèges, les lycées. Mais pas seulement, parce qu'au final, on fait aussi de la formation auprès des futurs professeurs des écoles qui sont formés à Blois, à l'INSPE. On fait de la formation auprès des adultes et des professionnels de santé. C'est hyper important de resensibiliser pour réhumaniser en fait toutes ces populations qui sont sans cesse, par le fait de l'extrême droite, mais également du gouvernement complice, ramenées à des paniques morales et des mouvements de peur. Où on a un président qui commence à nous dire que ce serait totalement ubuesque de faire un changement de sexe en mairie et que c'est actuellement le cas. Bon, j'aimerais bien, ce serait vachement pratique quand même qu'on déjudiciarise cette démarche-là pour beaucoup de personnes et qui se base en fait sur des fausses informations en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que les VAR c'est aussi importante aujourd'hui encore et qu'il faut continuellement lutter pour pouvoir la préserver et la montrer telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un outil d'émancipation et de libération pour tous. Je vais juste dire une petite phrase par rapport à ce que tu as dit, où je ne suis pas totalement d'accord quand tu dis qu'il y a plus de discrimination en ruralité. Moi je dirais que la discrimination en ruralité et dans la ville, elle n'est pas enrobée de la même manière. Et que la discrimination institutionnelle, elle vient des gens qui ont le pouvoir, qui ont le fric, et elle est très, 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 très violente. Merci, c'est une très belle introduction. Moi, je voulais revenir sur plein de trucs. Déjà, j'avais une question sur les connaissances. J'ai pas lu votre livre sur les cyberviolences, mais je me demandais si la population en ruralité est beaucoup plus présente sur les réseaux. Il n'y a pas de, on sait pas, parce que en fait, moi, je me dis que
en tout cas, c'est un constat. Je me dis qu'en ruralité, les gens sont beaucoup plus devant la télé et probablement aussi beaucoup plus devant les réseaux sociaux. Et en fait, oui, il y a des gros raids de cyber-harcèlement. Et je me dis quel lien, en fait, on peut faire entre la ruralité et aussi la montée de l'extrême droite. Enfin partout quoi, à la fois dans nos villes, petites villes et ruralités, et en même temps sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, je pose ça là, je me dis il y a quelque chose à creuser, et je voulais aussi te remercier d'avoir parlé d'Estelle Depris, c'est bien ça, qui est effectivement une sœur de lutte antiraciste, afroféministe, qui fait un taf énorme de pédagogie d'ailleurs pour la soutenir, parce que elle est victime de cyberharcèlement de manière trop récurrente. Pour la soutenir, je vous invite tous à acheter son livre Les mécanismes du privilège blanc, Estelle Depris. Voilà, c'est une bonne action à faire. Et pour revenir sur la question de racisme en milieu rural et notamment dans les milieux de gauche, moi j'ai plein de choses à dire. Moi je voulais déjà reparler un peu l'historique de Joigny. En 1999, à notre arrivée à Joigny, le maire de droite parlait des immigrés en disant, je cite, « Les immigrés sont la peste et le choléra ». Puis la gauche arrive et la gauche va tolérer les personnes racisées et noires, à condition bien sûr qu'ils et elles restent bien dans les quartiers et dans les postes où on les attend, c'est-à-dire le care, l'entretien, les cuisines, enfin je vous laisse imaginer. On retrouve aussi cette forme de racisme violente dans la communauté de gauche, notamment les communautés écolos qui pilule pour le coup, les écolieux pilulent chez nous à Joigny. La Casbah, ce nom déjà plante direct le décor d'appropriation culturelle. La Casbah, un nom d'un collectif blanc écolo, ou la Smala qui est utilisée pour désigner les week-ends parents-enfants. On a beau dénoncer ces formes d'appropriation culturelle, nos voix n'ont aucun impact. À Joigny, la Casbah symbolise l'entre-soi conscient. Un bâtiment en plein cœur des quartiers populaires mis à disposition sans leurs habitants. Ah oui, sans leurs habitants. Et alors, nos jeunes locaux rêvent de goûter à cette forme d'utopie, le laboratoire d'utopie que promeut la Casbah, et pourtant, ils n'ont pas accès à ces lieux. Alors voilà, moi c'était important de dire aussi, de profiter de ce rassemblement, cette table ronde, pour dire que c'est un vrai problème pour les villes de gauche de développer une campagne d'accueil de bobos privilégiés et en même temps de mépriser les jeunes locaux, comme on a pu le voir notamment lors des soulèvements qu'il y a eu suite aux violences policières et au meurtre du jeune Naël. Et cette fois-là, les mobilisations sont arrivées dans nos ruralités et petites villes aussi. Donc voilà, c'est aussi pour dire qu'on ne fait pas rien dans les petites villes et ruralités. On existe et on se mobilise aussi. Et notamment un exemple très récent qui doit dater de 1 ou 2 ans. Je vais appeler Monsieur M, puisqu'il ne souhaite plus parler de cette expérience. D'ailleurs, je comprends totalement. Monsieur M, gérant noir d'un bar à Joigny, un bar blues, jazz, va subir des vandalisations qui vont aller jusqu'à des menaces de mort. Il va être poussé gentiment dehors. Personne ne va réagir et dès son départ, la Casbah va se mobiliser, va mobiliser son écosystème pour faire de l'ancien bar un lieu associatif pour les mêmes privilégiés. Et du coup, voilà, moi j'emmène tout ça pour parler du racisme libéral ou progressiste, un concept de Sarah Ahmed où on parle d'un racisme qui s'exprime dans les espaces dits inclusifs, mais inclusifs que de nom, où les personnes minorisées et valorisées, notamment, comme vous l'avez vu sur les prénoms, les imaginaires culturels,
ou la musique, enfin voilà, tous les imaginaires artistiques, culturels, mais où les normes restent blanches et dominantes. Tu as déjà dit beaucoup de choses, enfin vous avez dit beaucoup de choses. C'est vrai que sur le mépris de classe à gauche, je me faisais la réflexion de pourquoi pas aussi, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est une réflexion qui est entamée à gauche depuis longtemps, notamment par la penseuse Elsa Dorlin, élargir en fait la conception qu'on a du politique même. C'est-à-dire qu'en fait on le pratique sous plein de formes informelles, et en fait elle nous invite, et pas qu'elle, hein, plein d'autres penseuses et penseurs à repenser en fait tout ce qui se passe dans l'intimité, tout ce qui se passe, en fait tout ce qui est pensé comme habituellement en dehors du politique. Et d'ailleurs moi c'est vrai que ma conscience politique elle est venue par internet en fait, parce que du coup j'ai 34 ans et donc j'ai connu les premiers Tumblr afroféministes, les premiers Tumblr antiracistes, antisexistes, et c'est vraiment par ce biais en fait que, parce que j'ai toujours su que j'étais noire puisque j'ai vécu dans une ville à majorité écrasante blanche, mais par contre c'est pas pour autant que j'avais une conscience en fait de ma condition raciale et que je m'en servais en fait d'un point de vue politique, d'un point de vue collectif pour me relier aux autres. Et donc je travaille sur un documentaire actuellement avec un collectif sur le racisme, et la plupart des personnes du coup qu'on interroge racisées viennent en nous disant mais moi j'ai rien vécu de raciste, je sais pas de quoi tu parles, j'ai rien à te raconter. Puis s'ensuit des entretiens de 2-3 heures où ils vont me relater une dizaine d'anecdotes racistes. Et en fait c'est comme ça aussi que fonctionne le patriarcat, je peux dire, et aussi la suprématie blanche, le racisme structurel en général. C'est par la silenciation. En fait c'est un peu Inception. On vient nous mettre à l'intérieur de nous qu'on vit en France, que le républicanisme en fait fait qu'on n'est pas censé en théorie vivre du racisme, et donc on va intégrer et internaliser à l'intérieur de nous, comme le dirait Bourdieu, l'incorporer d'un point de vue vraiment physique, que même quand on en vit, on n'en vit pas en fait. Et du coup on va garder ça bien profondément, et ça empêche justement le fait de pouvoir se penser en fait collectivement, et ensuite de se lier aux autres et de construire des forces politiques. Et c'est vrai que les espaces comme les voix éclairées permettent aussi de donner foi en fait aux capacités d'expertise de toute personne minorisée en fait. À partir du moment où on vit à répétition des expériences, que ce soit classistes, racistes, sexistes, nous sommes experts et expertes. Voilà, on développe des systèmes de connaissances, et c'est important de pouvoir se penser comme tel, et encore plus quand on vient de la ruralité, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir les codes, pas avoir les mots, mais ça commence par là en fait, par cette prise de conscience là. Voilà, je m'arrête là. Oui, merci Natacha pour ces ajouts. Du coup, ça m'a fait penser au fait que tu aies commencé à t'éduquer sur l'antiracisme sur les réseaux sociaux. Et je me dis, mais en fait, les militants et militantes antiracistes, féministes, n'arrivent pas forcément par hasard nulle part d'ailleurs, et encore moins sur les réseaux sociaux. On arrive souvent sur ce type de lutte dans la douleur, par expérience, par beaucoup de traumas, et ça me fait penser qu'on n'est pas là juste sur les réseaux sociaux pour profiter du côté positif d'un algorithme. On est là justement pour investir ces espaces-là et continuer ce taf d'éducation. C'est exactement ce qui se passe aussi, comme tu l'as dit, avec les voix éclairées. Et moi, je pense que de toute... je vais arriver sur la question de l'auto-organisation, et j'avais envie de dire que ce soit sur les réseaux sociaux, en ruralité, dans les grandes villes, la réponse est l'auto-organisation. Excusez-moi. Oui, je disais que la réponse est l'organisation collective. Et nous, là, notre enjeu en milieu rural, dans les petites villes, c'est créer là où il n'y a rien. Parce qu'a priori, dans les grandes villes, il y a de la chance d'avoir des orgas qui sont bien implantés, des militants, des créatrices, enfin voilà, qui font un taf énorme et qui continuent de produire pour que justement dans les grandes villes,
on se sente représenté, soutenu, écouté et qu'on puisse se mobiliser. Et bah oui, tout est à créer dans nos petites ruralités et c'est notre rôle avec les voix éclairées, c'est aussi d'emmener une réponse politique forte autour de l'auto-organisation à partir des premiers concernés face à l'abandon et aux violences institutionnelles, tout en soulignant et en prenant les espaces de parole sur la désertification sociale et médicale aussi pour raccrocher à la question du soin et de l'accès aux soins. J'avais aussi envie de dire que la désertification sociale et médicale n'est pas neutre et elle touche d'autant plus les personnes racisées, sexisées et queer. Et donc il y a vraiment une urgence à l'auto-organisation, particulièrement en ruralité. Ça va être parfait pour le mot de la fin, puisque là on a dépassé complètement l'horaire, mais en même temps je trouvais que c'était hyper intéressant de pouvoir entendre tous ces vécus. Mais peut-être comme mot de la fin, je vais toutes et tous vous donner la parole on va faire un dernier tour de table pour donner des pistes un peu de comment on peut lutter contre le racisme, contre le sexisme et contre la LGBT-phobie dans nos ruralités et que voilà, chacun puisse faire émerger des pistes. On peut commencer comme ça si ça vous convient comme ordre. Alors ça tombe très bien parce que justement j'avais parlé un peu de ce qui se passe dans le Loir-et-Cher. Alors il faut savoir que donc il y a 3 ans maintenant on a créé la toute première Pride, c'est le planning familial qui s'est chargé de l'organiser parce que à la base dans le Loir-et-Cher il n'y avait aucune association collective, rien que dalle, concernant les personnes LGBTQIA+. Nous on faisait forcément la question, tous les questionnements LGBTQIA+, ça fait partie des thématiques du planning familial, même si dans les représentations collectives nous on fait juste l'avortement, la contraception, mais c'est bien plus large que ça hein, évidemment, puisque c'est des questions relationnelles, affectives et sexuelles pour toutes les sexualités, pour toutes les affectivités, pour tout le monde, et l'égalité réelle entre tous. Donc on avait juste au départ des permanences environ 1 fois par mois dans nos locaux pour essayer un peu de créer du lien en fait entre les personnes, pour rompre l'isolement. Et puis petit à petit il s'est trouvé que les gens avaient besoin d'avoir de la représentation publique, avaient besoin d'avoir une Pride concrètement. Donc on a dit allez c'est parti. Et il se trouve que là, cette année, enfin quand je dis cette année, c'est depuis septembre dernier, il se passe des choses incroyables dans le Loir-et-Cher, et pas seulement à Blois, parce que c'est sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir les événements uniquement dans les grandes villes, c'est très isolant pour les personnes qui sont dans la campagne, qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, et on va pas se mentir, le réseau de bus dans le Loir-et-Cher, il est pas terrible, niveau transport en commun, c'est un petit peu desservi par les mouettes, voilà. Et là, l'année dernière, on a une nouvelle association qui s'est créée du côté de Vendôme, Beyond, qui a préparé un festival, le festival de la Gouépaillerie en septembre, sur tous les questionnements queer, etc. Tout l'univers militant queer. Et là, fin juin, c'est du côté de Saint-Aignan qu'il y a une semaine de la diversité. D'ailleurs, l'association L'Arlequin est ici, sur le village associatif qui est juste à côté de vous, sont eux qui l'organisent sur une semaine entière et nous franchement on trouve ça hyper inspirant au planning parce que ça y est il se passe un truc dans le Loir-et-Cher, on est en train de se réveiller au niveau des luttes queer et on espère que ça va s'amplifier et on espère aussi que ça va converger avec toutes les autres luttes parce que c'est hyper important, mais ce qui est sûr c'est que c'est une note hyper positive pour nous. Et qui sait, peut-être que bientôt ce sera plus le planning familial, mais peut-être que l'asso dédié aux personnes LGBTQIA+, qui s'occupera de la Pride blésoise. On ne sait pas, mais bon, surprise un peu. Voilà, en tout cas, ça nous fait vraiment des événements positifs dans le Loir-et-Cher. Et ce qui est cool, c'est que c'est des personnes concernées qui portent tout ça et qui donnent de la visibilité à leur propre lutte et qui s'auto-organisent. Et il faut que ça continue dans ce sens, dans le Loir-et-Cher et partout ailleurs. À savoir qu'on est aussi, on a la bibliothèque de Blois qui nous a interpellés cette année pour faire 2 projections de ciné-débat justement suite à la mise en place des marches des fiertés. Donc ça va avec le lien de ce que je pense. Pour moi, ça passe par l'éducation. Donc pour notre présence dans les lieux d'éducation,
et donc par les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et moi, je me dis aussi de dire à toutes les personnes qui font partie de minorités que je croise, de dire ton vécu est légitime, ce que tu as vécu est légitime, parce qu'on en parlait, trouver des personnes queer en ruralité pour parler, mais en fait c'est compliqué, parce que être queer dans la société actuelle, c'est violent, et donc prendre la parole publiquement, c'est pas simple, et on se sent pas légitime, et donc de dire à chaque personne qui a un vécu, ton vécu est légitime, de l'écouter et de se taire, d'écouter le vécu d'une personne qui vit une minorité, quelle qu'elle soit, et se taire. Enfin, vraiment, c'est juste, je t'écoute, j'écoute ton vécu, et je te dis que oui, ta parole est légitime, et elle est écoutée, et elle est entendue. Et ça, rien que ça, si on pouvait réussir à faire ça, ce serait un grand pas. Je suis d'accord avec bien sûr tout ce qui a été dit. Je vais parler vraiment sphère internet et informationnelle parce que c'est ce que je connais le mieux. Si vous avez de la thune, donnez de la thune à des médias indépendants. Lisez des médias indépendants, écoutez des médias indépendants, regardez des médias indépendants, diffusez absolument. Quand je dis médias indépendants, c'est des médias constitués, mais c'est aussi bien sûr des créatrices sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à diversifier vos fils d'actualité. Et je pense que c'est déjà au-delà d'être dans un discours de dire on jette nos téléphones à la poubelle et voilà, pigeon voyageur like, on peut peut-être en fait tout simplement, ne serait-ce qu'avoir une connaissance de comment ça fonctionne en fait en algorithme, qui détient les réseaux sociaux qu'on utilise, quelles informations personnelles on partage en ligne, et d'essayer, il faut se rappeler qu'en fait les réseaux sociaux comme toute plateforme, ça reste un outil. Et je pense qu'il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire, on a toujours, je dis on en tant qu'utilisatrice, on a toujours réussi à trouver un peu des failles dans le système pour essayer d'utiliser les outils à notre mesure. Il y a plein d'outils gratuits, non détenus par des grandes entreprises qui existent. Ça peut être intéressant en tant qu'organisation de sortir des Google et compagnie pour aller vers du Framasoft, par exemple, qui sont des logiciels gratuits. Voilà, s'éduquer sur ces questions-là, je pense que c'est déjà pas mal. Et l'éducation aux médias et à l'information, notamment avec les plus jeunes et même avec parfois les plus âgés aussi. Hein. On se rappelle de l'histoire de Anne qui s'est fait arnaquer par Brad Pitt. On en a beaucoup rigolé, mais on n'empêche que ça peut arriver à tout le monde en fait. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des choses. Et lutter contre la désinformation, ça participe au fait de lutter contre l'extrême droite. Donc c'est important aussi de connaître les outils, de connaître comment on s'informe, la fabrique de l'information, et bien sûr de soutenir les journalistes indépendants, les médias indépendants et les créatrices qui font déjà du taf gratuit en fait, et donc important de les rémunérer. Moi j'ai parlé, évidemment tout ce qui a été dit avant, je suis hyper ok, peut-être pour ma paroisse entre guillemets. Le planning, on lance une grande campagne la semaine prochaine, voilà, d'un cri d'alarme un petit peu et d'inquiétude qu'il peut y avoir de manière très globale. Donc n'hésitez pas à partager, cette tribune qui va sortir, je ne sais pas où encore, parce que je n'y arrive pas, mais je vais y arriver. Voilà, c'est la question des médias aussi et de comment on arrive aussi à avoir des espaces pour informer, pour alerter et d'être évidemment au plus large possible des personnes. Encore une fois, je crois que c'est un des enjeux qu'on va avoir. Moi, un des enjeux aussi, c'est qu'aux dernières élections européennes, on est passé de 15% à 35% de femmes qui ont voté Rassemblement National, et évidemment que tous les discours qu'il peut y avoir, l'instrumentalisation des combats féministes, évidemment, ça doit nous interroger aussi, nous, je pense, et je crois que c'est un des enjeux aussi qu'on va avoir, de se faire un petit peu bousculer. Et puis moi j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup d'autres continents, des activistes, et je crois que aussi il y a peut-être à réfléchir à d'autres actions, à pas penser que ce qu'on fait c'est super bien tout le temps, mais peut-être se dire que ça n'a peut-être pas bien marché, mais que ça pourrait encore mieux marcher, et évidemment à s'inspirer et à aller et se faire bousculer. Enfin moi j'adore ça en fait, me dire que ça reste ce que tu dis, on comprend rien et c'est de la merde, bah, j'aime mieux qu'on me dise ça et qu'on essaye de pouvoir aussi discuter, s'informer, mais encore une fois casser les entre-soi. Moi je le dis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller parler aux gens,
voilà, de faire peut-être autrement sur les choses. Enfin, c'est vraiment moi une remise en question que j'ai. Et puis l'autre chose, c'est de travailler ensemble. Parce que là, par exemple, il y a un super village d'organisation, de syndicats, et je pense que voilà, d'avoir une belle manif comme on a eu ce matin, ça fait du bien, mine de rien. Et voilà, de montrer en tout cas qu'il y a une convergence qui doit se faire sur du long terme. Et ça, c'est des choses évidemment qu'on porte. Et puis n'hésitez pas à donner au planning familial. Enfin, bref, et à toutes les associations. Juste, je voulais dire juste une petite chose, c'est que nous, on a la chance d'être une grosse tête de réseau. Et en fait, ce qu'il est en train de faire Macron, c'est de défoncer, il n'y a pas d'autre mot, tout le tissu associatif. Et quand je dis tissu associatif, c'est très très large. Je vous prends juste un exemple. Il y a depuis je ne sais plus combien d'années le contrat d'engagement républicain. Le contrat d'engagement républicain, c'est que maintenant, il faut prouver qu'on est bien républicain, il faut signer une charte. Voilà, donc on dit, pour avoir des financements, il faut être républicain. Juste un exemple, à Chalon-sur-Saône, il y a eu une affiche pendant un 8 mars où il y avait plusieurs visages de femmes et il y avait une femme voilée. La mairie a enlevé ses financements en disant vous ne respectez pas le contrat d'engagement républicain. Et en fait, on s'est rendu compte, via le mouvement associatif, que nous, on avait été au tribunal administratif, ils vont même au Conseil d'État, on gagne. Tout ça, c'est de l'énergie, c'est des moyens. Et tout le monde n'a pas le temps de faire ça, en fait. C'est de l'énergie aussi, nous, associations, qu'on n'a pas envie de donner. Enfin, je trouve que c'est important, c'est les actions qu'on fait sur le terrain, le plaidoyer qu'on peut faire. Et tout ça, c'est des pertes de temps et d'énergie, et c'est fait exprès de toute façon. Le but, c'est de nous user. Ils ont le contrat d'engagement républicain, ça a tué plein d'associations qui étaient en train de se créer parce qu'ils avaient des projets associatifs et qu'ils faisaient le choix, comme ça a pu être dit là, de pouvoir, pour un tampon, pour une affiche ou pour un logo, pour tout ce que vous voulez, de détruire le monde associatif qui est toujours en train de se créer et là qui est vraiment très très abîmé. Quand on attaque une association, ça déstabilise complètement sur un territoire parfois de l'accompagnement des personnes et aussi du pouvoir militant et de résistance, et je pense que c'est un des enjeux aujourd'hui que l'on a. Donc c'est une alerte, mais aussi beaucoup de résistance et de se donner du pouvoir collectif. Voilà. Merci beaucoup pour ces appels à l'action. L'écoute est un verbe d'action. Et je vais continuer à vous pousser à l'action. L'urgence, c'est de transformer collectivement la parole, nos paroles, en actes. Il faut que ça sorte. Mon spectacle militant est né d'un effondrement psychique, le cri de révolte d'une meuf noire qui évolue en ruralité. Et ce cri a donné naissance au collectif Les Voix éclairées, à une méthode, à une stratégie, des programmes adressés à tous les publics. C'est ça, transformer la parole en acte, c'est être en mouvement. Et quand on dit que moins de 1% de l'aide publique au développement consacrée au genre parvient réellement aux organisations féministes et beaucoup moins aux organisations afroféministes, que faites-vous? Je m'adresse aux organes militants. Je m'adresse aux organes de gauche, aux militants, militantes de gauche, et je vous invite à réellement être en action, à partager vos ressources, vos réseaux, vos financements, vos plateformes. Je vous invite à nous inviter comme aujourd'hui autour de la table. Merci. Je vous invite à nous inviter également dans vos instances de prise de décision et de manière générale dans toutes les sphères de vos organisations. Et à vous qui découvrez la lutte antiraciste, afroféministe, je vous invite à regarder autour de vous, dans vos villes, dans vos associations, dans les écoles, et de manière générale dans vos conseils municipaux, et à vous demander qui manque à l'appel, qui manque à l'appel dans vos espaces de décision. Nous existons, nous avons urgence à exprimer nos vécus spécifiques, et l'extrême droite prospère sur notre invisibilisation. Aujourd'hui, on se mobilise contre l'extrême droite à Montargis, et demain, que faisons-nous? Que faisons-nous? Et ben nous, on crée nos espaces, on est partout, et vous aussi en fait, vous pouvez continuer de vous mobiliser et de mobiliser depuis l'intérieur. C'est ça la vraie alliance, prendre des risques, pas juste applaudir nos résistances.
Audre Lorde, poétesse lesbienne africaine-américaine, disait il vaut mieux parler en se rappelant qu'on n'était pas censé survivre. Alors on survit aujourd'hui et surtout on agit. Et ben, on vous demande de faire de même parce qu'il y a urgence. Merci. Et ben, on va finir sur ces mots très forts. Ah, tu vois, excuse-moi. Non mais si c'est trop, le temps est vraiment trop court, c'est pas grave. Non mais tu parlais d'action, mais n'oublie pas de parler de tes réseaux sociaux, enfin de vos réseaux sociaux, de nos réseaux sociaux. Je vais inclure dans la bloc. Du coup, les réseaux sociaux, donc il y a une page Instagram, pardon, je vais arrêter de faire ça. Une page Instagram, Les Voix Éclairées, un Facebook, surtout les... N'hésitez pas à donner aussi ou donner de la visibilité. Et donc oui, je pense que la visibilité est le plus important. Se rappeler qu'on ne s'adresse pas à l'intégrité morale des gens, mais qu'on se situe dans de la politique et qu'on a marre de parler d'intentionnalité, de méchants, de gentils, mais de parler de nos actions en termes de conséquences. Et voilà, je ne vais pas discourir plus que ça, c'est déjà bien. Merci. Merci Natacha. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement on est sur tous les réseaux @Les Voix Éclairées. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet et vous pouvez aussi me suivre sur Essai Messan. Essai-du-8 Messan, M-E-2-S-A-N. Merci. Donc là, on va arrêter la table ronde, mais vous pourrez parler à toutes et tous au coin librairie si vous avez des questions à poser aux intervenants, intervenantes. Et il y a aussi le livre de Pauline Ferrari, Formée à la haine des femmes, donc sur les mouvements masculinistes sur Internet, qui est en vente à la librairie si ça vous intéresse. Et bah, merci vraiment à toutes et tous d'être venus parce que c'était une très bonne discussion et merci pour votre partage et vos pistes de lutte.